Alors, le bonsoir encore. Je viens de lancer l'enrichissement de cette séance. Alors, pour moi, c'est un plaisir renouvelé, hein. Je sais qu'à l'entame de cette formation, j'étais sur le module introductif. Nous avons essayé d'apprécier ensemble le contexte particulier dans lequel les projets et programmes étaient mis en œuvre dans la région de l'Afrique subsaharienne. Et en fin de ce parcours, tout le plaisir me revient de pouvoir aborder avec vous le système de suivi, évaluation, redevabilité, apprentissage. Si vous voulez qu'on aille vraiment plus large, merci aux réponses que M. Diao a essayé de donner à ma question à l'entame. Je demandais qu'est-ce qui est fondamental, qu'est-ce qui est indispensable pour nous pour pouvoir mettre en place un système performant, SERA, ou si vous voulez SERA 1000. Il a répondu à ma question et nous allons tenter donc de l'approfondir en cette séance. Et je pense qu'au cours de ce temps, ce laps de temps que nous allons passer sur ce sous-module-là, nous allons beaucoup nous répéter. Il y a des choses que vous avez à aborder pendant les semaines, pendant les séances, les jours précédents. Nous allons tenter donc de réorganiser cela. Parce qu'à vrai dire, l'élément a été déjà abordé. Mais pour que les gens se retrouvent et pour qu'on essaie de réviser, on va tenter donc de réorganiser. Et retenez d'abord que un système 1000 ou un système SERA, c'est vraiment fondamental. Quand cela manque à votre projet, quand cela manque à votre programme, quand cela manque à l'intervention que vous avez initiée, il y a de fortes chances que, en fin de parcours ou à un certain moment donné, vous ne puissiez pas obtenir le résultat, le changement que vous aurez souhaité. Et pour les partenaires, souvent, quand la manière dont la chose doit être organisée, si ce n'est pas bien planifié, si ce n'est pas bien dit, de façon claire, de façon précise, de façon cohérente dès le départ, on sait qu'il y a de fortes chances qu'à la fin du projet, vous ne puissiez pas atteindre les objectifs nobles que vous vous êtes fixés. Et ce n'est pas sûr que les activités puissent également donner les résultats, les changements qu'on aurait donc souhaité. Donc un système SERA, c'est une composante vraiment essentielle. Et à la gestion, à la bonne gestion et de la redevabilité de toute intervention. Donc un suivi et une évaluation réalisée en temps opportun et fiable fournit des informations utiles. Je pense qu'on l'a déjà dit tout au long de la formation. Il y a un moment précis où l'évaluation doit être réalisée. Et pour ce qui est également du suivi, il y a un rythme. Il y a des éléments auxquels nous devons vraiment nous intéresser. Et c'est dès le début, dès le départ que nous devions essayer de prévoir tout ceci. D'accord? On ne doit pas se contenter ou bien se limiter à la planification ou à la programmation des activités. Non. La manière dont le projet doit être suivi, la manière dont le projet doit être évalué, la manière dont nous allons rendre compte aux différentes parties prenantes là, ça doit être vraiment pensé bien à l'avance. Et comment est-ce que nous allons nous organiser pour apprendre ou bien pour capitaliser, pour mieux gérer toutes les connaissances acquises dans le cadre de ce projet, c'est des choses également qu'il faut bien prévoir à l'avance. Alors, il y a essentiellement, selon les organisations, il y a des manuels qui encadrent cela, des manuels qui encadrent le SERA. Mais de ce que je vous propose ici, nous avons essentiellement 6 étapes. Dans d'autres organisations, quand vous allez prendre le manuel de suivi et évaluation, les choses peuvent se dérouler sur 10 étapes, sur 15 étapes ou encore moins. Tout dépend, la règle n'est pas figée, mais on essaiera toujours de retrouver les mêmes éléments. Donc nous allons tenter, au cours de cette séance encore, d'aborder ou bien de survoler l'ensemble de ces 6 éléments. Le premier, c'est de déterminer le but et la portée de notre système de suivi-évaluation. Et la bonne réponse à cette question nous aidera alors à mieux planifier la manière dont les informations, les données dont nous avons besoin dans le cadre du suivi de notre intervention là, nous allons vraiment mieux les planifier.
Et il faudra aussi planifier l'analyse des données. Il faudra également planifier les différents comptes rendus, l'utilisation que nous ferons des différentes ressources. Et il faudra aussi faire le point par rapport aux ressources, aux compétences nécessaires pour pouvoir répondre aux exigences du système SERA que nous sommes en train de mettre en place. Et nous allons donc considérer les 5 éléments que nous avons abordés en premier pour définir le budget, d'accord, qui sera donc consacré au suivi, évaluation de la redevabilité et apprentissage. Dans certaines organisations, ça peut rentrer, ça peut constituer une ligne au niveau donc du fonctionnement ou bien une ligne au niveau donc de la coordination. Donc nous allons tenter de dérouler chacune de ces 6 étapes-là et qui peut être beaucoup plus une répétition pour vous. Parce que de long en large, des éléments, des notions ont été donc abordés dans le cadre donc de cette formation. Alors, quand nous disons de déterminer le but et la portée du système de suivi et évaluation, à quoi cela renvoie de façon concrète? Il y a 4 éléments que vous devez retenir. Monsieur Diao, dans son intervention, a déjà abordé certains. Premièrement, il faudra que nous puissions examiner la manière dont... Oui, il y a un doigt. Hein. Il y a un doigt qui est levé. Coach. Oui. Oui, est-ce que dans un projet où on n'a pas formalisé le système de suivi et évaluation, est-ce qu'on peut parler de l'existence de ce système? Est-ce qu'on peut parler de... L'existence de système de suivi et évaluation dans un projet, tout en l'intégrant dans pas mal d'éléments du système là. Beaucoup d'éléments du système sont dedans, c'est-à-dire sont considérés soit la planification, soit... en tout cas, beaucoup, pour ne pas dire presque toutes les étapes sont dedans, mais le fait de ne pas formaliser ça dans un document, dans un manuel, est-ce que cela, on peut dire qu'il y a un système de suivi et évaluation? Est-ce qu'on peut le dire? Non, mais ça va vous pénaliser. Si les choses sont vraiment éparpillées dans un document, si ce n'est pas bien organisé, si ce n'est pas bien structuré, ça ne va pas vraiment vous aider. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi je dis, on a abordé les éléments durant les semaines écoulées, mais nous allons tenter cette fois-ci de les réorganiser, de les regrouper. Et c'est très important que dès le départ, là, vous puissiez vous assurer de cette organisation, de cette cohérence de la chose. C'est dans le but d'être efficace et d'être efficient. Alors, donc de prime abord, nous allons nous intéresser au cadre logique. Je pense que vous avez passé presque toute une semaine là-dessus pour pouvoir bien décortiquer. Il peut arriver que vous soyez associé à une intervention où le cadre logique n'a pas été bien formalisé. Donc forcément, surtout si vous voulez élaborer les outils du suivi-évaluation, il faudra vraiment prendre le temps de bien apprêter cela. D'accord? Parce qu'il y a beaucoup d'éléments intéressants qui se retrouvent dans ce cadre logique. Tout à l'heure, M. Diao faisait référence aux objectifs. Quand vous prenez le cadre logique d'une intervention, dedans, vous pouvez identifier clairement l'objectif général ou l'objectif global auquel le projet veut contribuer. Dedans également, vous pouvez identifier les objectifs spécifiques que nous sommes censés atteindre dès que l'objectif prend fin. Dans ce cadre logique, vous pouvez identifier l'ensemble des résultats des changements que nous souhaitons observer, surtout à moyen terme. Et comme il a dit, dans les cadres logiques qui sont trop détaillés, vous pouvez retrouver la liste des activités que nous sommes appelés à réaliser donc dans le cadre de notre intervention. Mais ce qui nous intéresse beaucoup plus ici, à côté de la colonne logique de l'intervention, dans le cadre logique, c'est la colonne indicateur. D'accord? Donc, il faut voir, il faut essayer de considérer tous les indicateurs pris en compte dans ce cadre logique-là et notre système de suivi et évaluation, quand nous allons vouloir l'élaborer, il faudra que nous soyons sûrs qu'il n'y a pas des indicateurs qui ont été oubliés ou bien qui ont été ignorés. Donc, il faut, dans un premier temps, examiner la conception opérationnelle du projet. Cela revient de façon plus résumée au cadre logique, mais bien au-delà, il faudra s'assurer dès le départ, ce dont nous sommes en train de parler, ce n'est pas pendant que le projet est en cours, non. Dès le départ, il faudra aussi s'assurer que les besoins et les attentes des parties clés en matière d'information ont été prises en compte.
C'est très important et c'est très fondamental. Parce que le partenaire qui finance l'intervention, il s'attend à ce que vous puissiez lui faire un retour par rapport à un certain nombre d'indicateurs. Mais est-ce que, dès le départ, là, en définissant le but et la portée du système de suivi et évaluation, les indicateurs du partenaire ont été pris en compte? Si vous intervenez dans une localité, je prends l'exemple du domaine de la santé, alors les autorités sanitaires ont besoin de savoir, ce projet de santé-là, combien de cas de santé vous avez pris en charge durant le mois. Il y a eu combien de cas de palu, combien de cas de diarrhée, combien de cas de malnutrition, d'épicée. Vous voyez des détails comme ça. Donc si l'autorité s'attend à ce que vous lui fassiez un retour par rapport à un certain nombre d'indicateurs, nous devions tout faire pour que dès le départ, là, ces éléments soient pris en compte dans notre système SERA. C'est très important. Et les exigences également du bailleur en termes de suivi et évaluation, en termes de redevabilité. Souvent même, on peut nous imposer des canevas pour les différents rapports. Ou bien le partenaire vous dit, moi j'ai besoin d'un rapport chaque trimestre, il y a besoin d'un rapport chaque semestre. Ces exigences-là, nous devions essayer de les prendre en compte dès le départ. Et vous voyez, même pour ce qui est de l'évaluation, comment est-ce qu'une évaluation doit être réalisée? Il y a une manière de pouvoir vraiment procéder. Est-ce que, dans notre cas ici, nous avons besoin d'une évaluation interne ou bien il faut une évaluation externe? Quelles sont les exigences? Comment nous allons faire pour que l'évaluation interne ne soit donc pas biaisée? Comment nous allons faire pour avoir des données, des informations vraiment de qualité? Donc tout ça, c'est des questions qu'il faut vraiment se poser. Quelles sont les attentes des différentes parties prenantes? N'oubliez pas, quand on était sur la redevabilité, on a dit qu'il faut considérer l'ensemble des parties prenantes. Il ne faut pas seulement faire focus sur celui qui a financé l'intervention, même les autorités, l'État et ses démembrements qui vous ont donné autorisation d'agir dans un contexte donné, vous êtes censé les rendre compte, la communauté, vous devez les rendre compte, les bénéficiaires doivent être pris en compte dans cette redevabilité-là. Donc, définir le but et la portée nous amène à prendre en compte tous ces paramètres-là. Donc, il faut définir la portée des principales manifestations et activités de suivi et évaluation. Est-ce qu'il est exigé une évaluation initiale? Est-ce qu'il est exigé une évaluation à mi-parcours? Est-ce qu'il est exigé une évaluation finale? Est-ce qu'il est exigé une évaluation d'impact? Vous voyez, non? Donc, est-ce qu'avant chaque distribution, on doit réaliser des évaluations? Est-ce qu'après chaque distribution, il faut réaliser des évaluations? Donc, tout cela, nous devions les considérer pour très bien définir le but et la portée du système de suivi et évaluation. Sinon, en fin de compte, là, vous allez peut-être produire des chiffres, vous donner des informations qui ne vont vraiment pas intéresser les différentes parties prenantes. Vous aurez peut-être bien agi, mais vous avez des difficultés pour rendre compte. Si le partenaire s'attend à ce qu'on lui précise le nombre d'enfants parmi les bénéficiaires, nous devons vraiment nous organiser pour qu'il ait cette information. Si le partenaire ou les autorités s'attendent à ce que nous puissions préciser le nombre de femmes ou bien le nombre d'hommes parmi ceux que nous avons pris en charge, il faudra que nous puissions nous organiser pour répondre à cela. Si on s'attend à ce qu'on puisse donner des chiffres par village, par secteur, par localité, par région ou bien par province, nous devons vraiment nous organiser pour répondre ou pour satisfaire cela. C'est très important. Donc très souvent, la convention, le document de partenariat qui vous lie aux autorités ou bien aux différents partenaires, il faut les lire. Il ne faut pas les négliger, les mépriser, mais comme nous avons l'habitude de le faire pour les notices de nos ordonnances, mais nous devions vraiment prendre tout le temps et essayer de prendre connaissance de ce qu'il y a à l'intérieur et nous appuyer ensuite sur ça pour donc élaborer notre système de suivi et évaluation. Je ne sais pas si juste là, il y a une question, il y a un commentaire. Est-ce que c'est bien compris ou bien est-ce qu'il y a des ambiguïtés quelque part ou bien est-ce que vous n'êtes pas d'accord sur quelque chose?
Allô, ça peut aller? Est-ce que vous pouvez me rassurer? Oui, ça peut aller. Donc, c'est bien clair pour la première étape. Oui, il y a Monsieur Brou, allez-y. Non, non, non. C'était pour dire que ça va. Et puis, je me suis trompé. Ça Ok, va. ok. Ça va, ça va, ça va. Ça Ok, va, j'ai pas d'accord. pu manipuler les emojis là. Ça va. Ok, ok, d'accord. Merci donc de me rassurer. Donc, nous allons poursuivre. Donc, après avoir déterminé le but et la portée de notre système de suivi et évaluation, nous tenterons d'aborder l'étape 2 qui s'intéresse à la collecte et à la gestion donc, des données. Je pense que on vous a dit faire du suivi, c'est essentiellement rassembler et collecter des données. Et dans le cadre de cette formation, on a parlé du plan de suivi et évaluation. On a parlé également du tableau de suivi des indicateurs qui sont deux outils clés importants pour ce qui est du suivi. Maintenant, il y a essentiellement 12 étapes que vous aurez à aborder ici. Dans un premier temps, il faut un plan de suivi-évaluation. Et dans ce plan, si vous vous rappelez très bien, on a dit qu'on pouvait le faire sous forme d'un tableau. On peut mettre cela sous format Excel et il faudra ramener dans la première colonne du plan de suivi-évaluation là l'ensemble, tous les indicateurs de l'intervention, tous les indicateurs de notre projet. Et ces indicateurs, normalement, on est censé les retrouver dans le cadre logique. Il y a une colonne exclusivement dédiée à cela. D'accord? Nous devions faire ressortir tous les indicateurs. Dans le plan de suivi évaluation, nous devions définir chacun de ces indicateurs. À quoi cela renvoie? Quand nous disons accessibilité à l'eau potable, cela renvoie à quoi? Quand nous parlons de guérison dans le cadre d'une malnutrition aiguë sévère ou bien aiguë modérée, à quoi cela renvoie à quoi? À quoi cela renvoie? Quand nous parlons de taux de scolarisation, quand nous parlons de taux d'alphabétisation, quand nous parlons d'espérance de vie à la naissance, à quoi cela renvoie? Donc, dans ce plan de suivi-évaluation, chaque indicateur doit être clairement défini et même quand nous avons besoin de recourir à des formules pour calculer certains indicateurs, il faudra que ces formules-là soient bien indiquées au niveau de la colonne réservée à la définition et vous devez dire qu'est-ce qu'il faut mettre au numérateur, qu'est-ce qu'il faut mettre au dénominateur pour que ça soit assez clair. Dans ce plan de suivi, nous devions également responsabiliser les gens. Il faut un responsable pour chaque indicateur. Il faut une périodicité pour la collecte de chaque indicateur. Il faut préciser le moyen de collecte de chaque indicateur. Il faut préciser la source de vérification de chaque indicateur. Dans ce plan de suivi-évaluation, il faudra également dire, bon, l'information que nous allons recueillir sur l'indicateur là, ça va servir à qui? Qui a besoin de ça? Donc c'est très fondamental. Donc vous devez prendre le temps de bien élaborer le plan de suivi-évaluation et s'il y a des activités phares à réaliser, telles que l'évaluation initiale, l'évaluation à mi-parcours, l'évaluation trimestrielle ou semestrielle, au final, tout cela, il faut préciser, définir la période ou la périodicité, nommer donc les responsables. Donc vous devez avoir un chronogramme, un agenda bien clair dès le départ. On doit savoir ce qu'on veut, on doit savoir qui mettre sur chaque activité d'évaluation ou sur chaque indicateur. Et il faut voir derrière ici s'il existe des données secondaires. Parce que les données primaires, ça demande beaucoup de ressources. Les données secondaires, c'est les données que d'autres personnes ont collectées et que vous venez exploiter. Par contre, les données primaires, ce sont les données que vous-même, vous devez élaborer des outils, envoyer des enquêteurs ou des gens vers la source pour pouvoir les recueillir. Et ça demande du temps, ça demande des moyens. Donc, si vous avez les ressources limitées, il faudra toujours voir s'il y a des données secondaires qu'on peut exploiter pour dire ou bien pour apprécier les changements que nous avons donc dans le cadre de notre projet. Alors, ici, on nous demande également d'établir un équilibre entre les données quantitatives et les données qualitatives. C'est très important. On ne peut pas seulement se fier aux chiffres.
auto-proportion pour dire qu'une intervention a eu du succès. Non, les chiffres seuls ne suffisent pas. Donc il faudra qu'il y ait également des données quali. Au lieu de se contenter de dire que non, on a formé tel nombre de personnes, on a distribué tel nombre de kits, on a fait ci, on a fait ça. Mais ceux qui ont été bénéficiaires, il faut également les approcher pour qu'ils donnent une appréciation de ce qu'ils ont reçu du projet. Il faut repartir vers les autorités pour qu'ils apprécient. Est-ce que ce qu'on les a apporté, est-ce que ça répondait réellement à leurs attentes? Est-ce que ça répondait à leurs besoins? Est-ce que ça les a été utile? Donc, il nous faut à la fois des données quantitatives et des données qualitatives pour mieux apprécier ce que nous faisons. Alors, ensuite, on dit de trianguler les sources et les méthodes de collecte. C'est vrai. Parce que deux sources différentes peuvent nous donner la même information, mais est-ce qu'il y a une concordance? Est-ce qu'il y a une cohérence? Est-ce qu'il y a des contradictions? Ou bien est-ce que les deux vont dans le même sens? Sinon, vous dites peut-être que toutes les activités ont été réalisées, les intrants ont été distribués, ouais, les gens ont bien assimilé la formation, vous dites que la pluviométrie, tout ça a été bonne, mais quand on regarde les rendements, on voit que les rendements ne suivent pas. Il y a un problème. Il y a un problème. Donc, il y a une incohérence. Au niveau du 2.5, on parle de définir les critères d'échantillonnage. Je pense que ça, c'est un module à part entière. Et ceux qui vont s'intéresser à la formation sur la collecte, le traitement et l'analyse des données, je pense qu'il y a jusqu'à 1 ou 2 soirées où on va vous donner vraiment les vrais conseils pour pouvoir avoir le bon échantillon. Quelqu'un dit, oui, il y a un doigt. Ok, je voulais revenir sur l'équilibre entre les données quantitatives et les données qualitatives. Oui. Est-ce que l'appréciation se fait simultanément ou bien je veux voir la périodicité entre l'appréciation, l'équilibre de ces deux données-là en termes de renseignement? Ok. Au fait, par exemple, je vais prendre une illustration. Hein. Je suppose que vous avez assisté dans le cadre de votre projet 150 bénéficiaires. Vous avez prévu peut-être assister 150 bénéficiaires et en fin de compte, dans votre rapport final, vous tirez la conclusion que oui, nous avons été au-delà des 150 bénéficiaires qui étaient prévus. On dira quelque part que l'indicateur au départ a été atteint, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, il faudra en même temps laisser les bénéficiaires s'exprimer sur l'assistance qu'ils ont reçue. Donc, les données quali, ce sont les données qui s'intéressent à l'opinion, à l'avis, au point de vue des gens. Donc, c'est des questions assez ouvertes qu'on pose aux gens et ils vont réagir. Et comme souvent c'est complexe, ça peut être à mi-parcours, bien en fin d'évaluation. Mais par contre, pour ce qui est des données quali, ça peut être recueilli de façon mensuelle, de façon hebdomadaire, de façon à un rythme encore plus resserré. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Allô, allô. Monsieur Farama, est-ce que j'ai répondu à votre question? Votre micro est fermé. Ah, je suppose oui. Ou bien peut-être si... Oui, c'est bon. Ok, d'accord. Ou bien c'est monsieur Yamego qui avait posé la question. Non, yes, on est ensemble, mais mon ordi a eu un souci, donc voilà. Ok, d'accord. Ah. Merci. Ok, merci pour votre... oui, il y a un autre doigt. Oui, au niveau du 2-3, là, établir l'équilibre là. L'équilibre là, je me demande, est-ce que les données qualitatives doivent correspondre statistiquement aux données qualitatives? Non, ici... Au niveau de... okay. Oui. Ici, par exemple, quand on dit équilibre là, Mm-hmm. que les deux puissent aller vraiment dans le même sens, quoi.
qu'il n'y ait pas une contradiction. Je prends un exemple. Vous dites que vous êtes allé dans des écoles pour sensibiliser les élèves sur l'hygiène des mains, n'est-ce pas? D'accord, oui. Vous êtes allé pour les sensibiliser sur l'hygiène des mains. La sensibilisation, ça s'est très bien passé. Mais on peut essayer de voir par exemple quoi. Sur cet exemple, est-ce que vous pouvez me donner des exemples de données quali qu'on peut apprécier? Coach, Oui. oui, des observations en allant sur le terrain, allant dans les écoles, faire des observations sur ces thématiques ou sur ces aspects-là. Oui, parlons des observations. L'observation fait partie des moyens de collecte ou des méthodes de collecte. Oui, qu'est-ce que vous pouvez observer? Qu'est-ce que vous pouvez tenter d'observer dans un tel contexte? S'il vous plaît, prenez le premier exemple que vous avez donné, l'exemple là, par rapport aux écoles là. Oui, j'ai dit, vous êtes allé dans des écoles pour mener des sensibilisations sur l'hygiène des mains. Et on trouve que dans l'immédiat, il y a quand même une forte adhésion, une bonne compréhension du message. Bon, c'est-à-dire que, bon, moi je retiens le mot clé que vous avez donné, contradiction. Oui. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'il y ait contradiction, en ce sens que les mêmes enquêtés disent par exemple, qu'ils n'ont jamais été interpellés sur ça, sur l'hygiène des mains. C'est-à-dire, de façon statistique, quantitative, je dis qu'il y a tel pourcentage, par exemple, qui ont émis des satisfactions par rapport à ce sujet. Et de façon quantitative, les gens disent non, qualitative plutôt, non, on n'a jamais été enquêté sur ça. Donc je pense, pour ne pas me tromper, en tenant compte du mot que vous avez donné, contradiction, il ne faudrait pas qu'il y ait contradiction entre les deux, c'est ça? Si je suis bien... Par exemple, dans notre contexte, si je vais prendre l'exemple de l'observation qui a été proposée. Je suppose qu'à la suite de votre sensibilisation là, vous avez mis en place des dispositifs de lavage des mains, n'est-ce pas? D'accord. Vous mettez en place des dispositifs de lavage des mains et les fûts sont remplis d'eau, mais vous trouvez que l'eau n'est pas utilisée par exemple. Alors que les enfants continuent toujours d'aller dans les toilettes et de revenir. Je ne sais pas si on se comprend. Non, je comprends. Ok, d'accord. Je comprends. Surtout le mot que vous avez donné là. Oui. Il ne faudrait pas qu'il y ait contradiction. Il ne faut pas qu'il y ait contradiction. Contradiction. Ou bien, dans d'autres cas, je vais prendre l'exemple sur les femmes. Vous avez fait un plaidoyer et cela a contribué par exemple à ce que le nombre de femmes et sur les listes électorales soit revu à la hausse, n'est-ce pas? Oui. Et peut-être que certains ont eu à occuper, ont pu rejoindre des postes, soit à l'Assemblée nationale ou bien dans le ministère. Mais est-ce que leur point de vue est pris en compte? Est-ce qu'elles arrivent réellement à participer? D'accord. Vous voyez, non, la participation des femmes-là aux instances de prise de décision nous renvoie un peu à des données quali. Oui. Vous avez lutté, vous avez milité pour qu'elles soient plus représentatives à certains niveaux. Mais est-ce que quelque chose change? Est-ce qu'elles sont écoutées? Est-ce qu'elles ont le droit d'intervenir, de participer? C'est vraiment ça. Donc, nous ne devons pas nous contenter de dire que non, grâce à notre projet, le nombre de femmes dans tel conseil, dans tel comité, dans telle instance-là, est passé de tel nombre à tel nombre. C'est bien. Mais au-delà de leur présence, qu'est-ce qui a changé? Est-ce qu'elles sont consultées? Est-ce qu'elles sont impliquées dans les prises de décision? Ou bien, est-ce que les postes qu'elles occupent dans ces entités-là, est-ce que ce sont les postes assez fictifs? Est-ce que vous voyez? Est-ce que c'est les rôles secondaires uniquement qui sont dédiés à ces femmes? Mais est-ce qu'il y en a qui ont été portés à la tête
de certaines entités à la tête de certaines organisations, par exemple, est-ce qu'elles jouent un rôle clé? Est-ce qu'elles jouent un rôle important? C'est ça l'équilibre entre les données quanti et les données quali. Il ne faut pas seulement se contenter de quali, il ne faut pas également se contenter uniquement du quanti. Il faut trianguler les sources et les méthodes de collecte de données. D'accord, il faut vraiment enrichir cela. Et je parlais tantôt des critères d'échantillonnage, c'est très important. C'est pas parce que votre projet concerne 1000 bénéficiaires que forcément vous devez interroger les 1000 bénéficiaires. C'est pas parce que votre projet intervient dans 50 villages que forcément vous allez mener une enquête dans tous les 50 villages. Mais comment est-ce que vous devez vraiment vous organiser pour que le peu de personnes que vous allez interroger là, l'information que vous allez recueillir auprès de ces données puisse être extrapolée, puisse être généralisée de façon approximative à l'ensemble de votre cible, à l'ensemble de votre population. Là, il faut vraiment de la méthode dans la constitution de cet échantillon-là. Comment est-ce que le fait de considérer uniquement les bénéficiaires d'un village donné, cela suffit pour rendre notre échantillon représentatif? Donc, il faut définir clairement les critères d'échantillonnage. Je disais tout à l'heure que c'est vraiment tout un module à part. Et vous aurez aussi à élaborer les outils, élaborer les enquêtes, d'accord, des guides d'entretien. Vous devez élaborer les outils, les méthodes spécifiques pour collecter les données. Il y aura des formulaires. Certains de ces formulaires doivent être digitalisés. Et comme vous l'avez vu dans le cadre de cette formation, il faudra mettre en place un mécanisme de gestion des plaintes. Donc, il faut établir un mécanisme de prise en compte des réclamations et remontées d'informations des différentes parties prenantes. Et là aussi, on a dit que ça doit être de façon concertée que cette procédure-là, ce mécanisme doit être mis en place. Et en fonction du contexte, vous essayerez de voir est-ce que c'est un numéro de téléphone, est-ce que c'est une ligne verte, est-ce que c'est une boîte à suggestion, est-ce que c'est un centre d'information, est-ce que c'est un bureau d'information, comment est-ce que le comité de gestion des plaintes peut être vraiment constitué. Donc il faut établir un mécanisme pour bien prendre en compte les différentes réclamations, les différents retours, parce que ça va nous aider à faire des réagissements, ça va nous aider à nous améliorer. Et normalement, tous ceux qui interviennent dans le cadre d'un projet, d'une intervention, doivent avoir une feuille de route. Donc, il faut les évaluer. Vous avez recruté un responsable de suivi et évaluation, un logicien, un comptable. Il y a des missions qui lui ont été assignées. Est-ce qu'il arrive vraiment à répondre, à satisfaire à cela? Est-ce qu'il s'en sort? Est-ce qu'il se retrouve? Est-ce qu'il est dans le travail? Est-ce qu'il a des difficultés? Il faut l'évaluer. C'est pourquoi dans les organisations, habituellement, dans certaines organisations, bien sûr, avant que le contrat ne soit renouvelé, il faudra évaluer. Après un contrat d'essai, il faut évaluer. Si c'est un CDD, si on doit renouveler, il faut l'évaluer pour voir si la personne répond réellement aux attentes de ce poste-là. Et les données qui seront collectées, il faut planifier la manière dont ces données doivent être vraiment gérées. Qui doit avoir accès, qui ne doit pas avoir accès. Comment est-ce que les données seront stockées? Comment est-ce que les données seront utilisées? Un des outils les plus importants, c'est également le tableau de suivi des indicateurs. Je pense qu'avec M. Kaboré, vous avez vu comment est-ce que cet outil peut être élaboré. On s'appuie toujours sur le cadre logique ou plus spécifiquement sur le plan de suivi et évaluation. On ramène encore tous les indicateurs. Et si c'est une intervention qui doit s'étaler sur plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, on essaie donc de voir en fonction de la périodicité de collecte là, quel est le niveau que l'indicateur est censé atteindre. Et le tableau de suivi des indicateurs peut nous permettre de savoir si nous sommes sur la bonne route ou pas. S'il y a des écarts, des limites par rapport aux prévisions. Et qu'est-ce qu'il faut réajuster, qu'est-ce qu'il faut revoir, qu'est-ce qu'il faut introduire, qu'est-ce qu'il faut supprimer. Oui, allez-y. Oui, coach. Oui. Voilà.
j'aimerais savoir si le suivi et évaluation, Oui, en dehors des activités opérationnelles, oui. prend en compte la gestion du personnel. Et voilà, l'organisation, voilà, et la gestion du personnel. Parce que généralement, bon, il y a un GRH qui s'occupe du personnel. Est-ce que le suivi évaluation s'intéresse à la gestion du personnel aussi? Ok, nous allons le voir au niveau du point 5, surtout pour le travail du suivi et évaluation là. Il faudra s'assurer que l'équipe que vous avez mobilisée là a les compétences qu'il faut pour pouvoir bien faire le travail. Est-ce que vous voyez? Il faut s'assurer, si vous nommez un responsable de suivi et évaluation qui n'a pas une certaine notion, qui n'est pas à l'aise avec la gestion de projet, qui n'est pas à l'aise avec la digitalisation des données, qui n'est pas à l'aise avec l'administration de certains outils, qui n'est pas à l'aise avec l'analyse des données, qui n'est pas à l'aise avec certaines activités, il faudra forcément que vous puissiez en tenir compte. Donc vous devez épauler le DRH dans cela. Je pense qu'au niveau de l'étape 5, là, quand nous allons venir là-bas, nous allons tenter encore de mieux clarifier. C'est vrai que la gestion des ressources humaines ne vous incombe pas, mais il est important que vous puissiez vous rassurer, surtout en tant que lead de ce département-là, que vous puissiez vous assurer que les gens ont les compétences nécessaires pour pouvoir donc faire le travail. Oui, ok, j'ai compris, coach. Okay. Mais maintenant, au fait, en dehors du poste de suivi et évaluation, oui. Par exemple, le financier, oui. Est-ce que justement il faut s'intéresser à lui? Voilà, voilà, le comptable par exemple, est-ce que bon, il joue un rôle dans la chaîne de telle sorte qu'il faut aller voir ce qu'il fait? Non, pas ce qu'il fait, mais forcément que vous aurez besoin d'indicateurs qui touchent directement aux financiers. Et ce dernier, vous aurez à collaborer avec lui par rapport aux différentes activités de suivi et évaluation. Vous avez vu qu'il y a une rubrique budget. Oui, c'est ça. Il y a une rubrique budget. Donc, vous devez avoir certaines notions, mais vous serez appelé à l'accompagner, à travailler avec ce dernier. Ok. D'accord, ok. Oui, merci. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a une autre réaction? Allô? Ou bien des contributions? Oui, monsieur Charles. Oui, merci, bonsoir à tout le monde. Alors, je veux juste une contribution. Je pense que, comme vous avez dit, c'est pourquoi j'ai même baissé la main, vous l'aviez déjà dit, il y a aussi le suivi des réalisations budgétaires. Il y a ces deux indicateurs qu'on suit généralement, le taux d'exécution budgétaire, le taux d'exécution financier. Donc, absolument, on doit aussi avoir le chronogramme. Dans notre plan de suivi et évaluation, on devrait pouvoir avoir le chronogramme du reporting financier, qui est souvent très intéressant au niveau des bailleurs. Chez certains, c'est juste le rapport narratif, de d'autres, il y a tout un rapport financier. Vous avez des bailleurs, par exemple, comme ECO, qui a carrément un canevas, un e-single sur les finances de façon spécifique à renseigner, et c'est le suivi et évaluation qui fait ça. Merci, au revoir. Ok, ce qu'il est important de savoir, c'est quoi? Nous voulons rendre compte. D'accord? Donc, si vous voulez rendre compte, n'oubliez pas que le bilan, il est financier, le bilan, il est moral et il est physique, mais ça peut être également financier. Donc, forcément que ces financiers auront un rôle à jouer pour donc vous aider à répondre ou à satisfaire les exigences du reporting. Donc, à côté, ou bien en dernier lieu, on a parlé du registre des risques. Je pense qu'il y a un modèle qui avait été partagé avec vous. Ça peut être physique ou bien ça peut être électronique. Et tout ce qu'il y a comme incident qui pourrait survenir ou bien qui pourrait jouer sur l'atteinte des objectifs de notre intervention ou l'obtention de certains résultats, il faudra vraiment les recenser. Et dès le départ là,
quels sont les risques, quels sont les éléments, quels sont les facteurs qui peuvent nous limiter dans l'atteinte de certains objectifs ou bien dans l'obtention de certains résultats. Donc, on a dit qu'il faut les identifier dès le départ et proposer donc des mesures d'atténuation. Oui, il y a un doigt. Coach, Oui. en fait, j'ai recherché dans le dossier où j'ai tout mis par rapport à cette formation-là. Oui. Risque, c'est-à-dire en fait, un document en rapport avec le risque, mais je ne vois pas. Un document en rapport avec le risque. Oui. Normalement, quand vous prenez la plupart des cas logiques, même le système de suivi et évaluation qui a été transmis, vous verrez que quand vous prenez la feuille consacrée au cadre logique, il y a une colonne qu'on a nommée hypothèse. Des fois, vous allez voir hypothèse barre risque. Et là-bas, vous devez ramener au niveau de chaque indicateur, et souvent sur les activités là, les éléments qui peuvent nous empêcher ou bien qui peuvent nous limiter dans la réalisation de certaines activités, dans l'obtention de certains changements ou dans l'atteinte de certains objectifs. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est au niveau de la colonne hypothèse-risque, d'autres vont mettre hypothèse. Hypothèse, ici, il ne faut pas mettre les éléments négatifs, il faut être optimiste. L'adhésion de la communauté ou bien la stabilité sociopolitique peut être des hypothèses. Ça veut dire quoi? Si ces conditions sont remplies, alors ce que nous avons prévu, nous avons plus de chances de l'obtenir. Donc, il y a une colonne qui est dédiée, qui est essentiellement dédiée à cela. Oui. Oui. Coach. Oui. Coach. Oui, je vous reçois. En fait, moi, je fais référence à un fichier, à un document où il y a. En fait, ce que vous avez dit, c'est en rapport avec la gestion des risques, bien sûr. Mais c'est-à-dire, je fais référence à un document entier, à part, dédié à. Mais, comme vous l'avez dit aussi, on peut voir ça c'est possible qu'on voit ça dans le document système de suivi évaluation que l'autre nous a transmis. Mais je fais référence à en tout cas une gestion des risques avec accès sur un document spécial, voilà. Ok, mais si vous vous rappelez, je ne sais pas si vous avez abordé le diagnostic interne ou le diagnostic externe avec moi ou bien avec M. Kaboré. Mais vous voyez qu'avec le SWOT ou bien le PESTEL, ces outils-là peuvent nous aider à identifier les forces, les faiblesses, les menaces, les opportunités. D'accord? Ces éléments vont nous aider à poser un diagnostic interne et un diagnostic externe. Et il faudra que nous puissions faire focus sur les menaces et les opportunités. Si vous voulez, tous les risques qui peuvent vraiment planer sur l'intervention, sur notre organisation. Et en même temps, il faudra que nous puissions trouver les stratégies les mieux adaptées pour atténuer donc l'effet donc de ces risques-là. Ok, c'est bon, c'est bon. Ok. Donc voilà ce qu'on peut tenter de dire sur l'étape 2 consacrée à la collecte et à la gestion des données. Vous voyez ici, c'est vraiment colossal, hein? C'est assez important et c'est dès le début qu'il faudra réfléchir sur cela. Il ne faut pas attendre que le projet soit en cours, ou il ne faut pas attendre au moment de l'évaluation, voir si tel élément a été pris en compte ou pas. Alors, nous avons des données, il faudra également planifier leur analyse. Il faudra planifier l'analyse des données et dans un premier temps, il faut faire quoi? Ce qui manque souvent, hein, le tout ne suffit pas de rassembler les données. Mais il faut, avant de passer à l'analyse proprement dite, définir le but de l'analyse. Qu'est-ce que nous voulons?
quels sont les objectifs. Les analyses, nous allons les faire à quelle fréquence? Qui sont les personnes qui seront responsables? Et quel est le processus d'analyse donc de ces données-là? Parce qu'il faut proposer un plan d'analyse. Qui doit élaborer le plan d'analyse? Qui doit valider le plan d'analyse? Qui doit faire les différentes analyses? Ce sera avec quel logiciel? Qui est-ce qu'on va responsabiliser? Est-ce qu'il y a des croisements? Est-ce qu'il y a des recodages? Est-ce qu'il y a des regroupements à faire? Donc tout ça là, c'est dès le départ. Normalement, le plan d'analyse doit être assez clair avant même que les données ne soient collectées. Dans le cadre d'une recherche, vous êtes d'accord avec moi que le protocole de recherche doit être validé d'abord avant que les outils ne soient conçus, avant que les données ne soient collectées, avant que l'analyse ne soit faite. Donc nous allons définir les moyens, les méthodes d'évaluation ou bien les méthodes de vérification de collecte là en fonction du but. Qu'est-ce que nous voulons? Vers qui nous devions aller pour collecter ces données là? Donc il faut préparer l'analyse des données. Ça ne doit pas être improvisé. Si des fois vous avez les données, au moment de l'analyse, vous vous rendez compte que il y a telle variable importante qui n'a pas été prise en compte, ou bien qui a été mal renseignée. Ça peut être trop tard. Ou bien vous voulez vous répondre à certaines questions, mais vous n'avez pas les données ou bien l'information pour pouvoir faire et réaliser cela. Il faut suivre les étapes clés qui sont d'abord la préparation des données. Il y a ce qu'on appelle le nettoyage. Il y a ce qu'on appelle le toilettage. Il faut voir est-ce qu'il n'y a pas de doublons. Et est-ce qu'il n'y a pas de données incohérentes. Est-ce qu'il n'y a pas vraiment des données aberrantes. Est-ce que les données collectées sont des données de qualité. Et après maintenant, nous allons passer à l'analyse des données. Et nous allons passer à la validation. Il faut présenter ces données-là en information partageable. Et sûrement que l'analyse va relever des limites, va relever des insuffisances. Donc vous êtes appelé à formuler des recommandations et des mesures à prendre. Et je ne sais pas si on arrive à se suivre. Donc ici, on verra. Oui, ça va, on écoute. Ok, on verra. Est-ce que nous pouvons nous limiter à Microsoft Excel? Est-ce qu'il y aura nécessité d'associer Power BI? Est-ce que pour la collecte des données, nous allons utiliser une version physique du questionnaire ou bien on peut digitaliser? Aller sur Kobo ou bien on va aller avec Sphinx ou bien c'est SoftCTO? C'est ça. Est-ce que la complexité des analyses là va nous obliger à aller vers SPSS, à aller vers SATA, à aller vers R ou bien Python? Ou bien on peut s'appuyer également sur l'intelligence artificielle pour faciliter ou bien pour accélérer les choses. Tout ça doit être assez clair avant même que les données ne soient collectées. Et je dirais même avant même que les outils ne soient élaborés. Parce que les outils que nous allons élaborer, il faudra que nous soyons sûrs que ces outils-là vont nous aider à obtenir les données nécessaires pour pouvoir donc répondre au but de notre analyse. Alors, nous passons à l'étape 4. L'étape 4 qui touche un peu plus, je dirais, à la redevabilité. D'accord, mais même si on a dit que la redevabilité ne se limite pas au fait de rendre compte. Donc il faut planifier ce que nous allons faire des données ou bien des informations ou bien des analyses. Donc il faut anticiper et planifier le compte rendu. Est-ce qu'il y aura des ateliers?
Est-ce qu'il y aura, est-ce qu'il y aura, est-ce qu'il y aura? Donc, quels seront le public cible, les besoins, la fréquence, le format qui doit être responsabilisé. Il faut planifier également l'utilisation des informations. Nous allons les diffuser quand? Nous allons les diffuser comment? Donc, est-ce qu'il y aura des ateliers de capitalisation? Est-ce qu'il y aura des rencontres de redevabilité? Quelles sont les plateformes? Quels sont les supports? Comment est-ce que nous allons vraiment procéder? Parce que la réponse à toutes ces questions-là, qui sont ceux qui seront impliqués? Tous ces éléments nous aideront à mieux répondre au niveau de l'étape 6 qui concerne donc la budgétisation. Donc, pour le compte rendu, qui sont ceux qui seront impliqués? Le format, le lieu, la fréquence. Qui doit prendre le devant des choses? Alors, l'étape 6, quelqu'un l'a abordé tout à l'heure, ça a un lien avec les ressources. Donc, vous devez chercher à savoir, en fonction du but et de la portée que doit avoir notre système SERA, en fonction des données qui seront collectées, en fonction également de toutes les exigences qui concernent l'analyse, d'accord, tout ce que nous prévoyons au niveau donc du compte rendu, au niveau de l'utilisation ou bien du partage de l'information, il faudra également faire le point sur la capacité des personnes participant au suivi et évaluation. Jusqu'où nous voulons impliquer la communauté. Est-ce que nous aurons besoin de faire recours à des compétences extérieures? Est-ce que des cabinets? Est-ce que des consultants? Est-ce que des acteurs externes seront donc sollicités dans le cadre de cette mission, de ce travail? Quels sont les rôles, quelles sont les responsabilités que nous allons confier à chacun? D'accord? Il faut planifier la gestion des activités de suivi et d'évaluation qui sont menées par l'équipe. Est-ce que nous aurons besoin d'un renforcement de capacité? D'accord? Pour que le suivi, l'évaluation, la réalité et l'apprentissage soient vraiment bien menés. Si nous n'optons pas pour la sollicitation des compétences externes là, on peut tout de même décider de mieux préparer l'équipe là à pouvoir réussir cette mission, ou soit on peut s'appuyer sur un consultant interne, d'accord, comme on l'a vu dans le cadre de cette formation, ou bien on peut tout de même associer les deux. Et c'est très important. C'est très important de pouvoir également anticiper et prévoir des lignes pour ça. Si vous devez faire un plaidoyer pour que le budget qui sera alloué à l'évaluation soit revu à la hausse, au suivi de l'évaluation de façon générale, ce budget soit revu à la hausse, voilà les arguments que vous devez brandir. Le partenaire attend telle chose, telle chose, telle chose. Soit vous allez en tenir compte dans la mobilisation de l'équipe, sans oublier que il y a certaines organisations, par exemple, qui préfèrent s'appuyer sur des gens qui n'ont pas grande expérience et les proposer des formations qui vont les préparer, ou bien les proposer des coachings au sein de l'organisation pour les amener à réussir ce travail-là. Parce qu'il y a des organisations qui se disent que si nous nous appuyons sur des gens qui n'ont pas grande expérience, nous pouvons les garder plus longtemps dans notre organisation, parce que les profils trop aiguisés sont trop exigeants, sont trop demandants, et ça peut être difficile de les garder du début jusqu'à la fin de l'intervention. Donc imaginez à mi-chemin ou presque au moment de l'évaluation finale, pendant que vous êtes en train de préparer l'évaluation finale, si certaines personnes quittent le bateau, ça peut être difficile. Donc tout ça, il faut mûrir les réflexions là-dessus. Jusque-là, on suit, est-ce qu'il y a des préoccupations?
C'est calme, mais nous sommes toujours ensemble. Ok, super. Alors, je vais aborder de façon succincte le dernier point qui concerne donc le budget. Donc, retenez que une ligne budgétaire doit être consacrée à tout ce qui a un rapport avec le suivi et l'évaluation. Donc, c'est exceptionnel de voir qu'un partenaire vous autorise à utiliser plus de 10% du budget pour mener le suivi et l'évaluation. La règle, la moyenne habituellement, c'est autour de 5%. Il y en a qui peuvent vous ramener jusqu'en dessous, jusqu'au niveau de 3%. D'autres peuvent vous amener à 5%, à 6%. Donc, souvent ceux qui ont fait un peu la budgétisation, on parle du coût projet, du coût support. D'accord? Il y a ce qui doit aller directement aux bénéficiaires et il y a ce qui doit aller pour le fonctionnement de l'organisation. Donc, s'il y a des limites qui sont fixées, vous êtes obligé d'en tenir compte. Et cela peut vous amener à avoir plus d'ambition, mais à revoir vos ambitions pour ce qui concerne donc le système de suivi et évaluation qui sera mis sur pied. Donc, de façon terre à terre, si une intervention doit coûter 100 millions, vous voyez que c'est difficile d'utiliser plus de 10 millions pour les activités de suivi et évaluation. C'est assez important. Est-ce qu'il y a des questions? Avant que j'ouvre le fichier Excel qui est déjà bien préparé et qui pourrait nous aider à mieux comprendre tout ce bavardage-là en griffe, si je peux m'exprimer ainsi. Est-ce qu'il y a toujours des questions? On va voir comment organiser tout ceci dans un fichier Excel. Donc, si vous le permettez, je vais arrêter l'enregistrement ici et pour la suite, là, je vais mettre ça. Je vais lancer un nouveau enregistrement pour cela. Ça peut aller.